Merci de votre présence ce soir ici au Centre Sèvres. Et donc, je salue ceux des membres de l'association qui verront l'enregistrement de cette conférence chez eux, tranquillement. Peut-être d'ailleurs que ceux qui sont ici ce soir souhaiteront la revoir au calme, là aussi chez eux. Alors, j'ai dit hier soir, je vais le redire aujourd'hui, que si je devais noter le plan de ma conférence, comme je le faisais dans le temps pour mes cagneux, la note ne serait pas très brillante, mais c'est comme ça. Voilà, donc bien, on va essayer quand même de travailler ensemble, si je puis dire. Et non seulement je ne suis pas très ébloui par mon plan, mais en plus, je vais un petit peu casser l'ambiance tout de suite. Je vais casser l'ambiance avec une citation extraite d'une revue qui fonctionne dans le marché de l'art plutôt que la critique d'art. Il s'agit de la Gazette de l'Hôtel Drouot, qui donc, dans son numéro du 24 novembre 2021, écrivait ce que nous allons lire ensemble maintenant. Julie Manet méritait-elle une exposition en 2021 ? Son journal, qui est en vente ici, en principe, je pense à l'entrée sur la table de nos amis Chan, son journal ou le catalogue prouvent que le sujet est passionnant. Et si vous faites l'acquisition du catalogue, c'est le genre de catalogue dont je dis d'habitude qu'il ne faut surtout pas qu'il vous tombe sur le pied parce qu'ensuite, vous ne pouvez pas marcher pendant plusieurs jours. C'est une espèce d'énorme volume. Et cet énorme volume a néanmoins le mérite, pas tant pour les reproductions que je trouve personnellement un tout petit peu insatisfaisantes, mais le travail de recherche qui a été fait sur la vie de la constellation, si vous voulez, qui a fonctionné autour de Julie Manet et dont Julie Manet a été le dernier élément. Ce travail de recherche, de présentation, d'explication est vraiment tout à fait remarquable. Donc, et le catalogue prouve que le sujet est passionnant. Le résultat, c'est-à-dire l'exposition, beaucoup moins. 2 ans après la rétrospective consacrée par le musée d'Orsay à sa mère, Berthe Morisot, qui est au cœur de l'exposition à Marmottan, et sur l'exposition d'Orsay était somptueuse, j'espère que beaucoup d'entre vous l'auront vue, et surtout après toutes celles dédiées ces dernières années aux collections Rouard. Alors là aussi, on vous explique pourquoi le nom des Rouard est utilisé. En fait, Julie Manet est devenue Madame Ernest Rouard. Le visiteur n'est pas tout à fait en terrain inconnu. Il a même une impression de déjà-vu. Certes, on découvre aussi beaucoup d'œuvres de Julie Manet elle-même, mais aucune n'aurait mérité d'être exposée si leur auteur n'avait pas porté un tel patronyme. Ce n'est pas très aimable, si vous voyez ce que je veux dire. Au fond, une manière un peu développée et dans la circonlocution de dire qu'au fond, finalement, Julie Manet n'est pas un peintre très intéressant. Je ne vous cache pas, avec pas mal de difficultés, parce que justement, comme elle est considérée comme un peintre pas très intéressant, les reproductions ne sont pas extrêmement nombreuses dans Google ou dans Wikipédia. Alors, Julie Manet donc, est née en 1878. Elle a eu une vie assez longue, hein. Elle est décédée simplement en 1966. C'est peut-être ça le problème, le titre le dit bien, c'est-à-dire la mémoire impressionniste, une mémoire qui deviendrait finalement une forme, on va employer un mot étrange, mais quand même, une forme d'anschluss de la créativité. La créativité serait tout entière habitée, occupée par la mémoire de ce qui a été, et du coup, cette mémoire aurait empêché Julie Manet elle-même de devenir finalement une créatrice importante. Et tout au long de la présentation d'aujourd'hui, je vais être amené à faire la distinction entre ce que j'appellerais les bons peintres et les grands peintres. Les bons peintres, ce sont des gens qui savent peindre et qui savent peindre dans une certaine tradition, mais qui vont simplement se contenter de prolonger cette tradition sans évidemment inventer. Alors, on reprendra la formule de Baudelaire hein, dans Le Voyage, le dernier vers, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Là, on va être
constamment confrontés à ça. Parce qu'autant la génération dont Julie Manet est issue, c'est-à-dire sa mère et son oncle, puisque son oncle, ça n'est autre qu'Édouard Manet, bien sûr, hein, autant cette génération-là a marqué un passage dans l'histoire de la peinture, autant quelqu'un comme Julie Manet, et même, il faut bien dire, son mari, Ernest Rouard, ont d'une certaine manière exploité l'héritage plutôt que de créer quelque chose de nouveau. L'exposition est visible, en fait, on va le dire dans un instant, jusqu'au 7 mars, je crois, si mes souvenirs sont bons, mais ça va apparaître dans l'affiche. Donc, le catalogue, faire très attention quand vous le manipulez. Un seul numéro hors série de nos 3 revues habituelles, Beaux-Arts, Connaissance des Arts, Dossier de l'Art. Seule Connaissance des Arts a fait un numéro hors série consacré à l'exposition. Et ce numéro est maintenant officiellement épuisé. En fait, le musée Marmottan a là aussi, entre guillemets, confisqué une quantité importante de numéros de la revue, ce qui après tout est normal puisque les gens l'achètent sur place. Et donc, elle est devenue pratiquement inaccessible, même pour un revendeur comme Chan qui n'a pas pu l'avoir. Et puis, le journal de Julie Manet, avec une illustration dont nous aurons à reparler tout à l'heure et qui est un portrait de Julie par son mari, Ernest Rouard. Nous y revenons dans un instant. Et puis, en souvenir de cette exceptionnelle exposition du printemps, de la fin du printemps et de l'été 2021, donc, Beaux-Arts, là, eux, avaient fait un hors-série consacré à l'exposition Berthe Morisot au musée d'Orsay, et le hors-série est absolument impeccable. Alors, parlons du couple. Parlons du couple, donc d'un côté Julie Manet et de l'autre Ernest Rouard. À l'occasion de l'exposition, on a redécouvert cette photo de Julie, donc elle a été incluse dans l'exposition, et c'est une Julie qui est entre la mort de ses parents, Eugène Manet et Berthe Morisot, et son mariage avec Ernest Rouard. La personne qui s'occupe d'elle à ce moment-là, qui est responsable d'elle après la mort de ses parents, n'est pas n'importe qui. Vous le savez peut-être, c'est un monsieur qui a un petit nom dans l'histoire de la poésie, il s'appelle Stéphane Mallarmé. Et donc, il faut voir là quand même à quel point le cercle dans lequel fonctionne Julie Manet, fonctionne le ménage, est un cercle absolument exceptionnel. C'est peut-être ça aussi qui, d'une certaine façon, est un danger, parce qu'on s'enferme à l'intérieur d'une sorte d'entre-soi, certes glorieux et absolument époustouflant, mais en même temps, on ne va pas aux marges chercher les sources éventuelles d'un rebond ou d'une réinvention. Nous avons ici, en 1913, un portrait de Julie Manet en mère de famille, c'est-à-dire que son mari, Ernest Rouard, vers, encore une fois, 1913, a réalisé ce portrait de Julie Manet, mère de famille, avec ses 3 garçons, l'aîné à droite, Julien, en train de lire, le second, Clément, derrière elle, et puis le plus jeune, Denis, sur ses genoux. Picturalement parlant, j'aime assez la nature morte du premier plan, que je trouve assez réussi dans cette blancheur bon, presque mallarméenne. Vous savez que Mallarmé avait cette expression, ce papier que la blancheur défend, signalant par là la difficulté de commencer à écrire et de se confronter à la page blanche. Mais le blanc est assez intéressant ici, puisqu'il renvoie probablement à l'après de la toile, et il renvoie aussi, bien sûr, à la tasse que Julie tient dans ses mains. Je suis assez touché par comment dirais-je, les gammes monochromiques autour du marron, de l'orange, du mordoré. Je trouve ça assez réussi. C'est pas d'une fantastique inventivité, mais c'est assez réussi. Et je ne sais pas pourquoi, honnêtement, mais effectivement, je pense sans arrêt, en revoyant ce portrait de Julie et de ses enfants,
assez saine, alors assez évidemment douloureuse et tragique chez Edvard Munch, puisqu'elles sont des scènes de famille autour d'une malade qui va mourir. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis assez attiré par les proximités de ces lieux clos avec ces gens représentant effectivement un milieu social assez aisé. Et voilà. Bon. Alors, on sait que Munch est venu à Paris à la fin du 19e siècle. Il y est venu principalement pour voir Rodin. Il avait une passion pour Rodin. En même temps, inévitablement, il a circulé dans un certain nombre de cercles artistiques, créatifs, intellectuels parisiens. Alors, le tableau que nous avons vu de Julie et de ses enfants est un tableau donc de son mari, Ernest Rouard, dont nous avons ici l'autoportrait réalisé en 1908. Alors, cet autoportrait pose problème, puisqu'il est taché. Est-ce que ces taches sont dues à une négligence par rapport à la position de l'autoportrait dans l'atelier ou peut-être dans l'appartement dont nous allons reparler tout à l'heure de la famille Rouard? Est-ce que, je ne sais pas moi, un animal domestique, après être passé dans des taches de peinture, est ensuite allé marcher sur la toile? Est-ce que c'est la dame qui s'occupait du ménage qui s'est trompée dans le fonctionnement d'eux? Ou alors, est-ce que c'est Ernest Rouard lui-même qui, d'une certaine façon, a exprimé picturalement ce que j'essayais de formuler tout à l'heure, c'est-à-dire, au fond, une sorte d'impatience venue de l'incapacité à déboucher dans quelque chose de nouveau dans l'histoire de la peinture? Parce que si vous regardez la date, c'est un peu embêtant. Parce qu'en 1908, à Montmartre, dans un atelier qui est situé de rue de Ravignan, vous avez un monsieur qui s'appelle Pablo de son prénom, je pense que vous retrouverez assez vite de qui il s'agit, qui est en train, alors lui, véritablement, de basculer au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, c'est-à-dire le cubisme. Vous savez que les Demoiselles d'Avignon datent de 1907. Il s'agit d'une réponse, évidemment, au bonheur de vivre de Matisse que Gertrude Stein avait acheté au Salon de printemps 1906. Picasso a été tellement furieux de voir que Stein, par ailleurs, c'est un très grand ami de Matisse, mais pour Picasso, l'amitié et le problème du désir du client exprimé pour une œuvre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, Picasso, ayant vu Stein acheter au salon d'été ou de printemps 1906 Le bonheur de vivre de Matisse, a décidé de faire une sorte d'anti-Matisse, et tout le monde sait que ça s'appelle tout simplement Les Demoiselles d'Avignon. Et ensuite, à partir des Demoiselles d'Avignon et les travaux préparatoires aux Demoiselles d'Avignon, Picasso a basculé fin 2007, fin 1907-1908 dans le cubisme. Alors, c'est clair que là, on est véritablement dans une étape. Et Ernest Rouard ne représente pas cette étape. Si vous regardez ce tableau de 1910 de Ernest Rouard, qui s'appelle Le Jardin de la Queue en Brie, c'est évident que nous sommes dans une peinture qui regarde vers l'arrière, c'est-à-dire qu'elle regarde vers l'impressionnisme et elle regarde peut-être évidemment vers, par exemple, les fameux jardins de Gustave Caillebotte, dont je vous ai repris un exemple ici, en 1890, avec les jardins du Petit Gennevilliers et les Trois Roses de 1890. Donc, quand même, il y a en gros, si vous voulez, 20 ans. Et d'une certaine façon, le regard d'Ernest Rouard est tourné vers 20 ans avant et pas du tout vers ce qui est en train de se passer autour de lui à ce moment-là, à Montmartre puis à Montparnasse. On perpétue une manière de peindre, et d'ailleurs, elle est parfaitement respectable. Je veux dire, le tableau serait à vendre et j'aurais l'argent nécessaire, je pense que je l'achèterais pour le mettre chez moi. Mais bon, voilà. L'éternel problème, c'est le fait qu'on peut être un bon peintre, et Ernest Rouard était un bon peintre, sans être pour autant un grand peintre. Voilà. Alors, regardons un tout petit peu, nous étions à la Queue en Brie, regardons un tout petit peu une scène qui se passe en juin 1900 à la Queue en Brie, ce qui nous permet d'abord de nous souvenir qu'il y a quand même à ce moment-là la concurrence de la photographie, et que ça n'est pas un mince défi auquel la peinture est confrontée.
Et puis, on va, alors, pas identifier tout de suite, hein, parce que les personnages que vous avez là, on va les voir réapparaître régulièrement tous, en particulier les 3 jeunes femmes qui sont assises sur le banc et les 4 messieurs relativement jeunes qui sont debout derrière. Par contre, c'est le monsieur un peu plus âgé qui va nous intéresser, qui est là. Alors, je suppose, vous l'avez reconnu, hein, il a un certain nom dans l'histoire de la peinture. Il s'appelle Edgar de son prénom et Degas de son nom. Hein. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'Edgar Degas est là, avec effectivement Julie Manet, que vous aurez probablement reconnu de sa photo précédemment, et puis Ernest Rouard qui est là. Pourquoi est-ce que Edgar Degas est là? Parce que Degas n'aura jamais, enfin, n'acceptera jamais d'appeler quelqu'un élève, excepté une personne. Et la personne à laquelle il fera l'honneur de le considérer comme son élève, c'est Ernest Rouard. Est-ce que c'était très raisonnable? Ça, c'est une autre histoire, nous allons y revenir, mais Degas n'est pas là par hasard. C'est encore une fois celui qui dira d'Ernest Rouard qu'il est le seul jeune peintre qui peut se targuer du titre d'élève d'Edgar Degas. Alors, nous voilà en 1900, et là, en 1900, nous avons évidemment un double mariage. Alors, ce double mariage concerne à gauche des gens dont nous avons déjà parlé, puisque le monsieur qui est debout, c'est effectivement Ernest-Henri Rouard, et la dame qui est assise devant lui en robe de mariée, c'est Julie Manet. Et donc, ils se sont mariés le 31 mai 1900. Mais ils se sont mariés le même jour qu'une dame assise à côté de sa cousine Germaine et qui est en fait Janie Gobillard, dont nous allons reparler. La sœur aînée de Berthe Morisot avait épousé un monsieur Gobillard, et donc les enfants de ce mariage, neveux et nièces d'Eugène Manet et de Berthe Morisot et cousin germain de Julie Manet, ça sont les enfants Gobillard. Et alors, évidemment, le problème, c'est le monsieur qui est derrière, Janie Gobillard. Alors là, encore une fois, nous ne sommes que dans du beau linge. Hein. Ce monsieur s'appelle Paul de son prénom, hein, et il s'appelle Valérie de son nom. Hein. Et donc, Janie Gobillard a épousé Paul Valéry. Donc, c'est assez étonnant. Hein. Vous avez des gens qui fréquentent régulièrement Edgar Degas, Paul Valéry et, on l'a dit tout à l'heure, Stéphane Mallarmé. Alors, il faut se souvenir qu'il y a vraiment une dimension tribale de ces familles, qui est à la fois probablement leur force et leur fragilité. C'est leur force au point de vue humain parce qu'ils sont ensemble, ils s'entraident, ils s'appuient les uns sur les autres, etc. Le petit problème, c'est qu'on est dans un entre-soi à la fois, disons, socio-économique et probablement culturel, qui fait que on ne voit pas, alors que vous le savez, c'est en 1906 que André Derain récupère chez Maurice de Vlaminck un masque africain qu'il va montrer à Matisse, que Matisse va montrer à Picasso, et qui va rendre possible le bascule dans la peinture dans autre chose. Hein. Là, on verra tout à l'heure chez Henri Rouard, le père d'Ernest, des choses un peu étonnantes, mais ça ne se répand pas, visiblement. Alors, nous sommes 40 rue de Villejuste, qui aujourd'hui s'appelle le 40 rue Paul Valéry, tout simplement. Puisque Paul Valéry a vécu avec sa femme, Janie Gobillard, dans cette maison et y est décédé. Voilà. Alors, vous avez deviné que c'est dans un environnement relativement tranquille et confortable, hein, entre vers le sud l'avenue Victor Hugo et vers le nord l'avenue Foch. Donc, c'est relativement habitable. Hein, voilà. Vous avez repéré la plaque, vous n'avez qu'un désir, c'est de la lire, et bien votre rêve va être exaucé. Hein. Dans cette maison construite et habitée par Berthe Morisot, 1841-1895, vécut et mourut Paul Valéry, 1871-1945. Voilà. Donc, c'est vraiment le lieu tribal. Et si vous regardez les courriers écrits par Paul Valéry à l'époque, ces courriers sont datés du 40 rue de Villejuste, bien sûr. Et cette rue deviendra, encore une fois, la rue
Paul Valéry. Alors, c'est un lieu tribal commun qui s'enrichit de villégiatures qui sont communes, mais qui sont nombreuses et entre lesquelles on circule. Donc, vous avez ici le château dit château du Ménil de Jusier dans les Yvelines, dont nous aurons l'occasion de reparler tout à l'heure. Mais je voulais simplement signaler qu'il y a je dirais le siège social de la firme, si je puis dire, 40 rue de Villejuste, devenu 40 rue Paul Valéry. Il y a un certain nombre de villégiatures autour de Paris, et parmi ces villégiatures, une des plus connues, c'est le château du Ménil à Jusier, dans les Yvelines, sur lequel nous reviendrons. Alors, écoutons Paul Valéry un instant. J'ai connu Degas chez M. Henri Rouart vers 93 ou 94. Alors, qui est cet Henri Rouart? Henri Rouart, c'est, disons, l'élite française du meilleur, voilà. C'est un polytechnicien ingénieur, fasciné par le scientifique et par ses applications pratiques. Et on lui doit un certain nombre de développements, d'inventions, mais une invention en propre à lui. Alors ça, vous avez peut-être oublié, mais moi, je me souviens très bien, c'est ce qu'on appelait le petit bleu ou le pneu ou le pneumatique à Paris. C'est-à-dire que quand vous ne vouliez pas écrire de lettres ni envoyer de télégrammes à une époque où il n'y avait pas encore d'email, le seul moyen de correspondre très rapidement avec quelqu'un dans Paris, c'était d'aller à la poste, de déposer votre pneumatique, votre pneu, votre petit bleu, qui était mis, si vous vous souvenez, dans une boîte. Cette boîte était mise dans un circuit de tuyaux à air comprimé et elle se dirigeait vers la poste où votre correspondant pouvait éventuellement venir le récupérer ou alors on le lui portait. Bon, un des petits bleus les plus célèbres de l'histoire de l'art, c'est ce petit bleu à l'automne 1906 par lequel Pablo Picasso a annoncé à Gertrude Stein qu'il avait fini son portrait. Gertrude Stein n'avait pas vu Picasso depuis la fin juin. C'est un peu étonné que, alors qu'elle avait beaucoup posé dans l'hiver et le printemps, fin 1905 jusqu'en printemps 1906, elle avait beaucoup posé, monter de la rue de Fleurus vers la rue de Ravignan, ce qui n'était pas très pratique à l'époque parce qu'après le métro à Besse, il y avait les escaliers pour monter jusqu'à la rue de Ravignan, etc. Et donc, elle s'étonnait un peu que son portrait ait été terminé sans que Picasso l'ait revu. Et bon, j'ai peut-être déjà raconté cette histoire et vous la connaissez probablement. Quand elle est entrée dans l'atelier de Picasso et qu'elle s'est retrouvée face à son portrait, elle est restée silencieuse, pour ne pas dire muette. Et là, Picasso a profité de son silence pour lui glisser cette phrase admirable: « Vous verrez qu'un jour, vous lui ressemblerez ». Ce qui est quand même assez étonnant. Voilà. Alors, Henri Rouart est non seulement un ingénieur et un industriel, mais il est aussi peintre. Et vous avez là un tableau d'Henri Stanislas Rouart qui s'appelle La terrasse au bord de la Seine à Melun. Là aussi, si nous pratiquions une dégustation à l'aveugle et que je vous avais montré le tableau sans vous dire que c'est un Henri Rouart, je pense que vous n'auriez eu aucun mal à le classer dans un dossier Monet de fin de jeunesse, début de maturité, ou voilà. Bon, c'est clair. C'est évident que Rouart était complètement branché sur l'impressionnisme, ce qui n'est d'ailleurs pas rien, parce que bon, je vous rappelle qu'au début, évidemment, quand Monet a sorti, si je puis dire, entre guillemets, Impression soleil levant, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas fait l'unanimité. Mais Rouart, passionné de modernité, a transféré cette passion de la modernité sur la peinture, et même si le premier tableau me paraissait à la fois très joliment fait, mais pas très inventif, je dois dire que je suis assez séduit par celui-ci. Parce qu'il y a une autre thématique qui est celle soit du retour vers le vert paradis des amours enfantines, soit le moment où on va fermer définitivement sur une porte sur un passé qui sera à jamais inaccessible et non revisitable. Et je trouve ça finalement assez émouvant. Alors, pour signaler
la proximité entre Renoir et Degas. Vous avez là un très beau tableau de Degas qui s'appelle Hélène Rouard dans le bureau de son père. Tableau qui est entré dans les collections de la National Gallery à Londres il y a environ une quarantaine d'années et qui avait fait les gros titres de la presse londonienne au moment où il était entré à la National Gallery. Tableau qui permet de vérifier une fois de plus, évidemment, le caractère assez remarquable de Henri Rouard, puisque derrière, évidemment, Hélène, vous avez un tableau impressionniste. En prolongement du bureau sur la gauche, vous avez une vitrine d'antiquité égyptienne qui révèle probablement chez Rouard une capacité, un éclectisme des centres d'intérêt assez remarquable. Et puis, c'est un tableau que j'ai toujours beaucoup aimé parce que là aussi, de même qu'il y a chez le père ce tableau sur peut-être l'inaccessibilité d'un certain nombre d'endroits qui ont été fondamentaux dans notre évolution et dans notre développement. Ici, c'est visiblement un tableau qui anticipe la mort du père, c'est-à-dire que Hélène est dans le bureau de son père, elle a les bras posés sur le fauteuil de son père et son père n'est pas là. Et il y a quand même une sorte de prémonition de l'inévitabilité de l'absence dans ce tableau que je trouve personnellement très émouvante. J'ai connu Degas chez M. Henri Rouard vers 93 ou 94, introduit dans la maison par l'un de ses fils et bientôt l'ami des trois autres. Alors, celui des fils qui a introduit Paul Valéry dans la maison des Rouard et de là auprès de Degas, c'est bien sûr Ernest Rouard, le futur mari de Julie Manet, celui dont nous avons vu que le mariage s'est déroulé le même jour, les Rouard-Manet et les Valéry-Gobillard. Alors, c'est important, parce que sans ça, il n'y aurait pas eu ceci. C'est-à-dire, il n'y aurait pas eu ce livre, Degas dans ce dessin, publié, et là aussi, c'est quand même très fascinant, par quand même un des plus grands marchands d'art de l'époque, Ambroise Vollard, qui ne limite pas, évidemment, son activité de marchand d'art à la simple vente des tableaux, mais qui réalise et qui fait imprimer et publier des livres d'art très remarquables. Alors, ce livre a été un peu à la base de l'exposition qui a eu lieu il y a à peu près 1 an et demi à Orsay sur Degas et la danse, bien sûr. Et Vollard avait réussi à convaincre Degas, enfin Valéry, de lui donner, évidemment, ou de lui permettre d'utiliser des dessins. Alors, Degas passait beaucoup de temps à l'opéra, et pas seulement dans la salle, mais aussi dans les coulisses, et aussi, bien sûr, dans la salle de pratique, d'entraînement du corps de ballet. Et il y passait beaucoup de temps à justement faire des esquisses qu'il utilisait ensuite, soit dans des tableaux qui représentaient le corps de ballet au travail, à la barre, etc., ou effectivement sur scène. Et donc, grâce au dessin que possédait Ernest Rouard, Paul Valéry a pu confier ses dessins à Vollard, qui les a utilisés pour illustrer le livre. Alors, revenons un tout petit peu à Ernest Rouard. Je trouve ça à la fois très joliment fait et pas très palpitant, mais bon, peu importe. Soirée à l'opéra, c'est vers 1900. On n'est plus tout à fait dans la touche divisée de l'impressionnisme, on est déjà ailleurs. Par contre, il y a des retours d'impressionnisme que je trouve assez séduisants, comme ici L'homme au chien. Là, on est vraiment dans un tableau. Je ne suis pas arrivé à retrouver la date, je suppose qu'il est un petit peu avant la soirée à l'opéra, mais comme j'avais la date de la soirée à l'opéra, je l'ai mise en premier. À mon avis, ça c'est un peu en amont, à un moment où Ernest Rouard est encore très nettement sous l'influence de l'impressionnisme. Cela dit, le jardin que nous avons vu tout à l'heure, très caillebottien, avait été fait en 1910, donc il n'est pas impossible que ceci ait été fait plus tard. Et puis voilà, il y a des choses comme ça dont on n'est pas dans un univers encore surréaliste, mais presque. On n'est plus dans la touche divisée de l'impressionnisme. Il y a un peintre auquel je pense, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous irez regarder après, c'est Louis Anquetin. Louis Anquetin qui est une sorte de
personnalité un peu mineure de la fin de l'impressionnisme, mais qui, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un tableau du début de la carrière de Balthus qui s'appelle Le Passage Saint-André-des-Arts, où on a vraiment l'impression un peu surréaliste, comme pas tout à fait encore chez De Chirico, mais cette idée de personnages qui vivent dans un décor qui est trop parfait pour être réel, là aussi comme une sorte de décor de théâtre, ça s'appelle scène de ville. Il y a des surfaces très très lisses, des personnages tout petit peu sortant de l'ordinaire. Le chien, par exemple, là, est assez étonnant. Voilà, c'est bon. Et regardez les personnages derrière, et puis ces grands aplats de couleurs vides, comme si toutes les devantures étaient recouvertes de panneaux de bois ou de carton. Enfin voilà, il y a un côté assez surprenant. Alors, ça, c'est elle, Julie, peinte par son mari, à nouveau. Et c'est Julie écrivant, et là, on est quand même obligé, parce que regardez, il a fait ça en 1903. Là, on aurait fait aussi une dégustation à l'aveugle, et je vous aurais dit, ne serait-ce pas un Berthe Morisot, vous aurez peut-être été tenté de dire oui. Et je pense que vous auriez eu raison. Là, effectivement, la présence de la belle-mère est extrêmement importante, jusque dans l'inachevé, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Ça, c'est 1903. Ça, à mon avis, c'est vers 1920. On n'est pas tout à fait dans les signes les plus manifestes de ce qu'on appelle la garçonne, hein, en américain, chez Fitzgerald, flappa, mais on n'est absolument plus dans la crinoline, on n'est absolument plus dans le genre d'étoffe qui marque la fin de l'impressionnisme, les dentelles, etc. Non, plus du tout. On est dans une femme moderne qui est non pas représentée comme une mère, mais comme une femme au travail. Est-ce qu'elle gère effectivement la comptabilité domestique, qu'est-ce qu'elle fait exactement, peu importe, mais elle se fait représenter au travail, sans son mari, sans ses enfants. Alors, c'est le mari qui la représente, bien sûr. Et puis, vous voyez bien que l'étoffe qui est choisie, la coupe du vêtement, est quelque chose qui signale évidemment une modernité, qu'on le veuille ou non. Hein, voilà. Et par contraste, ceci regarde nettement vers le passé. Hein, voilà. Alors, j'ai déjà montré tout à l'heure ce tableau, mais de manière évidemment disjointe, puisque deux parties de tableau occupaient la couverture de l'édition la plus récente du journal de Julie Manet. Là, effectivement, on est complètement dans un monde où l'impressionnisme est en train de briller de ses derniers feux. On est en 1905. On est dans une glorification de la peinture en plein air, qui est aussi, vous le savez, une invention de l'impressionnisme grâce à la peinture en tube. Tant qu'on n'a pas eu de peinture en tube, on faisait des esquisses dehors et on retournait travailler à l'atelier pour que la peinture ne sèche pas. À partir du moment où on a eu de la peinture en tube, Monet a pu se mettre devant la façade de la cathédrale de Rouen pendant toute la journée et saisir les moindres variations de la lumière de la cathédrale, devant la cathédrale de Rouen, du soleil sur la cathédrale de Rouen, parce qu'il avait ces peintures en tube qui lui permettaient d'ouvrir, de prendre ce dont il avait besoin, de refermer, puis de revenir éventuellement à. Tout le monde sait que quand on étudie l'histoire de l'art du point de vue des techniques, l'impressionnisme est une des écoles qui a le plus dépendu de l'invention technique de la peinture en tube. Et c'est mordoré à souhait, c'est automnal à souhait, la robe est merveilleusement rose, et si vous avez remarqué, ça aussi c'est très caractéristique de l'impressionnisme, vous avez un dessin de lignes verticales noires et de lignes horizontales un tout petit peu en gaudron, voilà, sur le et ça, c'est esquissé, suggéré, plutôt que décrit. Alors que si vous passez à un dernier portrait de Julie Manet par son mari, où elle est avec son fils aîné Julien, vous sentez bien sûr là qu'on n'est plus dans l'impressionnisme, on n'est plus dans la touche divisée, fractionnée de l'impressionnisme. Je dirais que quelque chose des nabis est passé par là. Hein, on va revenir tout à l'heure sur les nabis, mais quelque chose des nabis est passé par là, en particulier dans la coloration et le dessin géométrique de la robe. Et par contre, ce qui est aussi très intéressant, c'est la référence évidente au japonisme. À la fois dans la jarre qui est posée sur la table et dans la branche de fleurs roses
qui est présenté ici, on est en plein japonisme. Alors, je le rappelle, le japonisme, c'est bien sûr rendu possible par ce qu'on appelle l'ère Meiji, hein, c'est-à-dire la réouverture du Japon au début fin de la première moitié du 19e siècle. Hein. Et puis, bien sûr, outre la réouverture du Japon, c'est la présence à Paris d'un monsieur comme Siegfried Bing, hein, qui va ouvrir une boutique qui s'appelle l'Art Nouveau et qui va donner son nom à ce qui est en train d'apparaître dans l'histoire de l'art à l'époque. Et vous le savez, Siegfried Bing se fait généralement représenter en kimono. Hein. D'où le fait que le kimono va apparaître un peu partout. Alors là aussi, une recommandation. Vous avez peut-être vu, si vous voyagez dans le métro, des affiches qui commencent à apparaître sur le fait que Orsay a réussi à se faire prêter les Whistler de la collection Frick à New York. Et s'il y a un peintre qui est complètement concerné par le japonisme, c'est Whistler. Et donc, vous pourrez revoir ça, effectivement, en allant à l'exposition à Orsay. Le japonisme est très important. Hein, on ne va pas s'attarder trop longtemps, mais enfin, n'oubliez pas que quand Van Gogh arrive en 1894 à Paris avec les mangeurs de pommes de terre et que son frère Théo, qui travaille dans la galerie d'art Goupil, lui dit honnêtement, bon, moi, je ne vendrai jamais ça parce que ça lui est terrible pour Théo, qui idolâtrait son frère. Et ça lui est terrible de lui dire, bah, tu sais, tu serais venu en 1872-73, au moment où l'impressionnisme sortait et où personne n'en voulait, c'était merveilleux, mais en 1895, aujourd'hui, tout le monde ne jure plus par l'impressionnisme. Et donc, ton tableau sombre représentant une scène de vie paysanne et pas la modernité de, effectivement, ce que Baudelaire appelait le peintre de la vie moderne, tes couleurs sombres, tes gros empattements, là, etc., c'est pas possible. Bon, et alors, vous le savez, avec beaucoup d'humilité, Van Gogh va se mettre, pour essayer de correspondre aux désirs de Théo, à copier des estampes japonaises. Et ces estampes japonaises, il les avait déjà repérées à Anvers avant de partir, à Liège avant de partir, et ces estampes japonaises, il va les trouver chez quelqu'un qu'on appelle le père Tanguy. Et si vous connaissez bien votre musée Rodin, vous savez qu'au musée Rodin, vous avez un somptueux portrait du père Tanguy par Van Gogh, qui est présenté sur un fond d'estampes japonaises, y compris une estampe de Hyacinthe que Van Gogh avait copiée. Et quand vous allez à Giverny aujourd'hui, vous ne trouverez jamais un seul tableau original de Monet. Par contre, toute la collection des estampes japonaises et la collection de Monet, bien sûr, dont 80% avaient été achetés chez le père Tanguy, qui vendait aussi aux impressionnistes leurs peintures en tube, leurs cadres, leurs toiles, leurs pinceaux, etc. Donc, le japonisme est un phénomène absolument essentiel à l'époque. Alors, la mère, le père, un autre. Bon, là, on fait un peu, je suis désolé, dans France Dimanche et ici Paris, mais on peut difficilement éviter ça compte tenu du fait que l'exposition ne cesse de le suggérer sans jamais le dire, à savoir, est-ce que véritablement Julie est la fille d'Eugène Manet ou d'Édouard, hein? Et est-ce que, par exemple, Eugène s'est contenté de récupérer les restes de son frère le jour où son frère n'a plus voulu de Berthe Morisot, hein? Bon, je le dis de manière un tout petit peu, voilà, un tout petit peu lourdingue, mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer, que l'exposition suggère sans jamais le formuler de manière précise, mais c'est suggéré constamment. Alors, vous n'êtes pas censé avoir vu l'image que vous allez voir maintenant, parce qu'elle appartient au Getty, au catalogue Getty des images. Mais en même temps, je la trouve tellement extraordinaire, puisqu'en fait, vous avez ici Julie Manet à la quelques années avant sa mort, hein, qui vous montre son premier portrait. Le premier portrait qui a été fait d'elle à 15 mois, par évidemment, c'est toujours, plutôt que de faire bêtement une photo ou un selfie, hein, elle avait un oncle qui s'appelait Édouard et qui l'a peinte donc à l'âge de 15 mois. Ce que vous avez là, c'est ça. C'est le portrait de Julie à 15 mois par son oncle. Et alors, évidemment, dans la présentation horizontale de la photo, vous devinez qu'il y a un tableau derrière, mais vous ne pouvez pas voir lequel. Alors, bon, vous l'avez rêvé, là aussi, on l'a fait. Hein. C'est-à-dire que derrière Julie, vous avez encore, au début des années 60, ce portrait qui est maintenant au Louvre, si mes souvenirs sont bons, et qui représente, évidemment, les parents d'Édouard et d'Eugène Manet. Hein. Tableau qui est ici. Le père, Auguste Manet, était un haut fonctionnaire, d'où le ruban de la Légion d'honneur qui apparaît sur le revers, évidemment, du manteau. Et vous avez derrière
évidemment la mère des enfants Manet. Et ce tableau, vous le voyez, est resté dans le lieu tribal, hein, jusqu'à effectivement la mort de Julie. Alors, la voilà à 15 mois, donc peinte par quelqu'un. Alors, personnellement, c'est, je crois, le portrait que je préfère d'Édouard Manet, même par rapport à des autoportraits. Ce portrait par Fantin-Latour, parce que si vous avez des souvenirs de lecture de Baudelaire sur le dandy, hein, et Dieu sait que la figure du dandy est importante chez Baudelaire, je trouve que ce portrait d'Édouard Manet par Fantin-Latour est une extraordinaire illustration de la vision que Baudelaire a du dandy. Hein, voilà. Alors, elle a son portrait fait à 15 mois par son oncle Édouard Manet, dont vous voyez ici le portrait par Fantin-Latour, mais ça n'est pas le seul portrait jeune, hein, enfant. Et oui, les parents connaissent un monsieur qui s'appelle Pierre-Auguste Renoir, dont vous avez ici un autoportrait en 1876, quand il est encore jeune. On est à 3-4 ans du début de l'impressionnisme. Et le portrait que vous voyez là, réalisé 11 ans après, en 1187, qui représente effectivement Julie à l'âge de 9 ans, hein, tenant un chat. Alors bon, vous ferez, si vous étiez un critique d'art versé dans la psychanalyse, vous seriez déjà en train de travailler sur le chat de, voilà, mais bon, voilà. Et ça, c'est quand même, c'est un peu fou. Hein. 15 mois, vous êtes peinte par Édouard Manet, 9 ans, vous êtes peinte par Pierre-Auguste Renoir, et ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que quand, en 1894, les parents sont morts, hein, Renoir garde un contact avec elle, comme pratiquement tous les grands impressionnistes ont gardé des contacts. Parce que, si vous voulez, vous n'êtes pas impunément la nièce d'Édouard Manet et la fille de Berthe Morisot, hein, c'est clair. Et donc, vous avez ce très beau portrait que j'aime beaucoup j'aime beaucoup celui-ci, il est un peu posé, mais pour une enfant de 9 ans, c'est normal d'une certaine façon. Par contre, ce quelque chose d'une adolescence ouverte sur autre chose peut-être que l'ici et le maintenant, dans la rêverie, dans l'aspiration, dans le désir, je trouve ça très beau. Hein. Et ça, c'est effectivement Renoir, à nouveau, hein, en 1894, encore une fois. Alors évidemment, la personne qui l'a peinte plus que tout autre, c'est sa mère. Et vous avez ici ce somptueux tableau qui représente Eugène Manet, le mari de Berthe Morisot et le père de Julie, voilà, dans le jardin d'une des résidences de campagne, c'est-à-dire la propriété, la maison de Bougival, où on se réfugiait régulièrement loin de ce qui allait devenir, encore une fois, la rue Paul-Valéry. Alors, je voulais tout de suite insister sur quelque chose que je vais répéter, je suis désolé parce que pour moi, c'est très important. C'est cet art de l'inachevé chez Berthe Morisot. Quand vous regardez la gauche du tableau, en haut, en bas et un peu dans la partie centrale, vous voyez que le tableau n'est pas fini. Et ça, c'est caractéristique de Berthe Morisot. C'est assez extraordinaire parce que le futur mari de sa nièce, à savoir Paul Valéry, a cette formule magnifique: un poème n'est jamais terminé, il est simplement abandonné. Et cette formule de Valéry, je dois dire, me touche énormément quand je regarde Berthe Morisot, parce qu'au fond, il y a une dimension poétique de l'œuvre de Morisot qui rejoint cette intuition de Valéry sur, au fond, l'impossible achèvement et le fait qu'à un moment, évidemment, il faut se résoudre à l'abandon. Voilà. Ça permet évidemment de donner au centre de l'image un côté un peu apparition. C'est-à-dire que comme vous êtes conscient du fait que c'est une image et que la surface de la toile n'est pas entièrement recouverte, ce qui est au centre prend un côté extrêmement d'une présence d'autant plus forte qu'il y a de l'absence autour. Je ne sais pas comment dire ça autrement, mais la présence est d'autant plus forte qu'il y a de l'absence autour. Alors, la photographie, elle, occupe tout l'espace.
Ça aussi, c'est, si vous voulez, dans l'inachèvement, vous entendez la main du peintre qui s'est arrêtée. Dans la photographie qui est tout entière occupation de l'espace, vous n'entendez que le clic de la machine qui a réglé le problème. Alors, Eugène Manet et Berthe Morisot se sont mariés le 22 décembre 1874. Lui avait 41 ans quand même. L'espérance moyenne de vie à l'époque n'était pas exactement celle qu'elle est aujourd'hui, et elle en avait 33. Et donc, l'an 1874, le 22 décembre à 9 h, devant nous, officier d'état civil du 16e arrondissement de Paris, Eugène Manet, propriétaire, pas référent peintre, propriétaire domicilié à Paris, rue de Monceau, 87, né à Paris le 21 novembre 1833, fils de Auguste Manet décédé et de Eugénie Désirée Fournier, sa veuve, rentière, domiciliée à Paris, rue de Saint-Pétersbourg 49, présente et consentante, d'une part, et Berthe-Marie Pauline Morisot, sans profession domiciliée, sans profession domiciliée chez sa mère à Paris, rue Guichard 7, née à Bourges, Cher, le 14 janvier 1841, fille de Edme Tiburce Morisot décédé et de Marie-Joséphine Cornélie Thomas, sa veuve rentière, présente et consentante d'autre part, sans opposition. Un contrat de mariage a été reçu le 21 décembre courant par maître ami, notaire à Paris. Eugène Manet et Berthe-Marie Pauline Morisot ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. Donc, rien que de très, voilà. Et là, voilà, Berthe Morisot, dans une photo que je trouve très belle, avec ce drapé assez étonnant qui se prolonge même en dehors de la photo. Des problèmes de cadrage qui viendront évidemment très à la mode et qui sont aussi des cadrages d'estampes japonaises. Vous savez, l'estampes japonaise a tendance à couper, évidemment. Bien. Et évidemment, le grand problème, ce n'est pas tant elle, c'est lui. Alors lui, c'est assez difficile d'avoir un portrait d'Eugène Manet. Je vous en ai trouvé deux qui ne sont pas sûrs. Donc, voilà, ne les utilisez qu'avec prudence. À gauche, vous auriez effectivement un portrait d'Eugène Manet par Degas, qui deviendra le maître du gendre d'Eugène Manet, Ernest Roy, et qui est l'ami d'Henri Roy. Donc, portrait qui semble avoir été esquissé plutôt que terminé, mais ça, chez Degas, c'est assez fréquent. Mais on n'est pas sûr que ce soit Eugène Manet. Et à droite, portrait aussi supposé d'un peintre alors vraiment mineur de la deuxième moitié du 19e siècle qui s'appelle Alphonse Le Gros et qui représenterait effectivement Eugène Manet. Alors, les deux seuls portraits qu'on est absolument certain d'Eugène Manet, l'un a été réalisé évidemment par son frère. Donc, vous reconnaissez la musique aux Tuileries. Vous reconnaissez dans la musique aux Tuileries Édouard qui est là. Et le personnage qui est pratiquement à contresens du groupe d'hommes sur la gauche ici, penché vers une auditrice féminine, c'est effectivement Eugène Manet. Ça, on en est sûr. La musique aux Tuileries étant un des grandes prémonitions du problème de la nature dans la ville qui va se manifester évidemment dans les jardins publics. Voilà. Et puis, vous avez alors, assez miraculeusement aussi, ce très beau portrait d'Eugène Manet par Edgar Degas, donc qui peint ici le beau-père avant de former le gendre. J'aime beaucoup ça, je trouve que c'est vraiment très, très, très beau. Et vous avez ici donc le portrait dont nous avons parlé d'Eugène Manet et de leur fille dans le jardin de Bougival en 81. Elle a 3 ans, Julie à ce moment-là. Et quelques années avant, en 75, Berthe Morisot avait réalisé ce magnifique tableau qui, pour la rétrospective de Orsay, avait été choisi pour l'une des affiches. Nous sommes à l'île de Wight. Vous voyez Eugène Manet peint par Berthe Morisot. Et alors, ce qui est absolument magnifique, c'est parce qu'on dit parfois que tout l'impressionnisme est dans la couleur et pas dans la ligne. Or là, si vous regardez, il y a une maîtrise de la perspective qui fait que les plans sont totalement identifiables, tout en étant évidemment très, très reliés, mais les plans sont somptueusement identifiables, du rideau blanc
au rebord de la fenêtre, au bascule dans le jardin, mais entre-temps, on est passé sous la fenêtre à guillotine pour aboutir évidemment à la barrière, et au-delà de la barrière au quai, et au-delà du quai, bien sûr, au bassin, dont l'eau rappelle très étonnamment des marines de Manet. Si vous connaissez bien les marines de Manet, cette eau un peu vert pâle, bleutée, elle est très caractéristique de l'œuvre de Manet. C'est absolument magnifique. C'est pour moi une des très grandes toiles de Berthe Morisot, qui, elle, par contre, est finie. C'est très curieux. Plus Berthe Morisot avance, plus elle se sent libre vis-à-vis de l'injonction de la complétude du tableau. Nous revenons à Manet lui-même pour rappeler quand même, ce n'est pas pour venir encore une fois sur le côté France Dimanche et ici Paris de cette partie de l'intervention, mais quand même, dans le balcon, qui n'est pas une toile mineure de Manet, balcon inspiré par un tableau vu par Manet au Prado quelques mois auparavant de Goya qui s'appelle Les Majas au balcon, la dame qui est assise au premier plan avec son éventail à la main, c'est Berthe Morisot. Et nous sommes là très probablement en 1868-69. Également en 1868, le portrait de cette dame au manchon, c'est effectivement Berthe Morisot. Si vous connaissez le musée de Providence, qui est la capitale du plus petit État des États-Unis, le Rhode Island, il y a au musée de Providence ce somptueux tableau de Manet qui s'appelle Le Repos, et dont évidemment le modèle qui a posé pour le repos est Berthe Morisot. Le tableau n'a pas été appelé Berthe Morisot au divan ou sur un divan. Toute la critique maintenant l'appelle Berthe Morisot sur un divan, mais quand il a été proposé à l'attention du public, c'était femme sur un divan. Mais c'est évidemment Berthe Morisot, qu'on retrouve ici, bien sûr, dans le fameux portrait magnifique au bouquet de violettes. Là aussi, si vous voulez, on sent cette espèce de question de l'instantané photographique qui requiert la peinture à éliminer la notion de pause. Vous avez véritablement l'impression que Berthe Morisot s'est retournée vers Manet et que Manet, en 3 secondes, l'a peinte. Il y a un côté, effectivement, alors pochade serait stupide comme terme, mais je pense que la question de l'instantané photographique a débouché sur une manière de peindre chez Manet qui, là, nous donne véritablement l'impression qu'elle vient d'arriver et que Manet la peinte avant même qu'elle ait le temps de s'en apercevoir. Alors, ce qui est important, évidemment, pas très bien reproduit dans la reproduction que je vous montre ici, mais je n'ai pas trouvé de meilleur, c'est le fameux bouquet de violettes. Regardez là maintenant, c'est aussi Berthe Morisot. Et une Berthe Morisot qui est plutôt en train de jouer le rôle de Carmen avec ou Don José ou Escamillo. C'est quand même la manière dont elle déploie les branches de l'éventail pour se cacher derrière tout en se faisant mieux voir. Il y a quand même, voilà. Je suis désolé, mais la dame ici avec la pantoufle rose, portrait de femme à la pantoufle rose, c'est Berthe Morisot. Ça fait quand même pas mal de tableaux. Et l'année du mariage, en 1874, vous avez effectivement ce nouveau portrait à l'éventail de Berthe Morisot, toujours par Édouard Manet. Bon, personnellement, j'ai toujours trouvé ce portrait fabuleux. Parce que, bon, on ne se refait pas. La métonymie est peut-être la plus intéressante de toutes les figures de style, c'est-à-dire parler indirectement d'un tout en évoquant qu'une partie. En fait, vous voyez ici que, à travers le bouquet de violettes, à travers l'éventail, à travers le texte à Mademoiselle Berthe, qui apparaît ici, puisque c'est avant le mariage, c'est évident que ces 3 objets sont destinés à nous faire penser qu'à une seule présence qui reste absente, et c'est ça qui est merveilleux pour moi, qui est celle de Berthe Morisot. Au fond,
l'intuition que T.S. Eliot, des très grands poètes anglo-américains, déploiera en 1922 dans un article critique consacré à Hamlet et ses problèmes, quand il dit le meilleur moyen d'évoquer une émotion, ce n'est pas de la nommer, de la dire, c'est d'organiser des objets, une scène, etc., qui permettra d'imaginer l'émotion, enfin, d'accéder à la présence, à l'émotion, sans qu'elle soit représentée. Et là, on est exactement dans cette théorie de ce que T.S. Eliot, enfin dans cette pratique de ce que T.S. Eliot appelle théoriquement, lui, le corrélat objectif. Un objet se corrèle à une présence absente, mais il désigne par sa présence cette absence. Et ça, c'est quand même assez remarquable. Et puis, vous avez ce deuxième, évidemment, tableau représentant Eugène Monnet et sa fille, là aussi, dans le jardin de Bougival, et où vous voyez que là, on est dans une touche beaucoup plus affirmée et quand même entièrement dans l'évocation et pas dans la nomination. Hein. Si vous regardez l'herbe en bas à droite, hein, on n'est pas véritablement dans un herbier. Hein. On est dans une suggestion de végétation, à la fois de croissance, de développement, de mouvement, par la touche, qui est une touche extrêmement, j'allais dire, conventionnelle, c'est-à-dire une convention de représentation, ce qui n'est absolument pas un reproche, bien au contraire, mais là, on peut parler pratiquement, là, enfin, je veux dire, beaucoup plus que son gendre et que sa fille, Berthe Morisot touche à une forme d'abstraction. C'est-à-dire qu'elle vous dit que l'essentiel, ça n'est pas de décrire, mais alors ça aussi, hein, c'est peut-être pas étonnant que Eugène et Berthe aient confié leur fille à un tuteur qui était, je l'ai déjà dit, Stéphane Mallarmé. Dans l'entretien avec Jules Huret, qui reste un des moments fondamentaux de la théorisation de la poésie par Mallarmé, il vous dit nommer un objet, c'est supprimer effectivement le rêve qui est de le découvrir peu à peu, hein, c'est supprimer le plaisir qui est de le découvrir peu à peu. La formule essentielle, c'est celle qui vient après, le suggérer, voilà le rêve. Donc, l'art ne consiste pas à nommer, l'art consiste à suggérer. Et quand vous regardez le bas ici du tableau, on est entièrement dans une suggestion que vous seriez parfaitement fondé à appeler de la pré-abstraction. Ça, c'est clair. Alors, la mère, peintre-femme, bien sûr, hein, bon, personnellement, j'avais été très bouleversé par l'exposition. Je n'avais pas regardé Berthe Morisot depuis des années, hein, parce que voilà. Et c'est vrai que quand je suis allé à l'exposition, j'ai été complètement ébahi de la force, de l'intelligence et aussi de la beauté du travail, bien que ça soit dans cette représentation de sa sœur Edma Morisot en train de lire, cette autre représentation de ses deux sœurs avec un jeu magnifique entre le blanc pointé de bleu et puis le dessin. Vous voyez que le japonisme n'est peut-être pas tout à fait là, mais il est présent ici dans l'éventail déployé, dans le cadre qui est derrière. Hein. On vous dit bien, hein, c'est très clair. Là, il faut vraiment regarder attentivement. Mais si on regarde attentivement, on voit que tout ceci est soigneusement daté et référé. Hein. C'est-à-dire qu'elle vous dit, oui, je sais qu'à Paris en ce moment, et d'ailleurs, moi j'aime ça, on est en train de, voilà. Hein. SL avec Julie, c'est possible, mais je trouve ça magnifique. Hein. Entre le noir de la robe, le rose relevé de rouge de l'ombrelle, et puis le blanc-bleu de l'enfant, le tout ponctué de manière très japonaise par un muret qui est coupé à moitié et une jarre avec des fleurs coupées à moitié, ça c'est totalement une esthétique japonisante d'estampes de l'ukiyo-e, et puis l'ouverture sur l'espace, les personnages vus de profil au lieu de poser, c'est vraiment étonnant. Mais même quand les personnages posent en particulier, on sent bien ici le côté un tout petit peu pathétique de l'entrée dans un autre moment de la vie, qui est peut-être le moment d'une première fragilité en vue d'une fin. Hein. Mais tout ça est fait avec une élégance, une rigueur étonnante et des jeux de couleurs, la manière dont elle a relevé de ces violets déposés sur le corsage de la dame, le mordoré, orangé pâle, et puis le gris. Enfin, c'est superbe. Et puis, alors, on a partout ça.
C'est-à-dire que, alors d'abord, il y a une utilisation extrêmement brillante, outre l'huile, du pastel, de l'aquarelle et du crayon. Elle maîtrise parfaitement et elle n'hésite pas à mélanger quand il le faut pour suggérer des textures différentes. Voilà. Là, on est en plein, évidemment, dans ce problème de la non-finition, de l'inachèvement, ou plus exactement, puisqu'on est très probablement dans une aquarelle relevée de, on est évidemment dans ce qu'on appelle en peinture la réserve, c'est-à-dire que vous laissez une partie de la toile ou une partie du papier ou une partie du panneau de bois recouvert d'un apprêt non peint, c'est-à-dire que vous ne peignez pas tout. Voilà. Et ça, encore une fois, correspond à cette idée de faire apparaître. Et puis, vous avez ici, évidemment, des natures mortes que moi j'aime beaucoup parce que ce sont des natures mortes qui ont à la fois beaucoup d'élégance et de beauté, mais qui ne sont pas sans pathos, puisque, que vous le vouliez ou non, les pétales sur la table suggèrent évidemment la fin. Et puis, le dahlia tombé et cassé le long de la partie gauche du vase est aussi quand même, de façon extrêmement discrète, mais je pense quand même importante pour elle, un signe de fragilité et de passage du temps. Ici, là aussi, enfin, moi j'aime beaucoup ça. Il y a quand même une sorte de célébration de la beauté du quotidien que je trouve magnifique. Elle est capable de donner au quotidien une sorte de beauté visuelle par la couleur, par les lignes, par les contrastes de couleurs absolument étonnants. La carafe transparente au premier plan à gauche, rehaussée du citron découpé en deux, dont vous voyez une moitié en premier plan et puis la moitié en deuxième plan au plus près de la carafe. C'est quand même très remarquable. Je suis désolé, c'est quelqu'un qui sait admirablement peindre et qui en plus pratique cette peinture dans une sorte de dépassement de la norme ou d'esquive de la norme qui est, je trouve, remarquable. On est là, bien sûr, alors vraiment, bon, dans non pas nommer, mais suggérer. L'essentiel, suggérer, voilà le rêve. Une autre nature morte, bien sûr, basée sur Reynolds, en découvrant la descente de croix de Rubens dans la cathédrale d'Anvers, avait dit « on juge un artiste assez blanc ». Et c'est vrai que le blanc, une des deux non-couleurs, est quand même une couleur extrêmement difficile et il y a un côté virtuose dans la manière dont certains peintres utilisent le blanc. Et je pense là, dans le rapport entre le blanc et le bleu qui s'unissent du mur de derrière et le blanc des fleurs dans le vase ou voilà, qui est derrière, c'est quand même assez, le pichet est assez étonnant, moi, je trouve. Et puis, bon, ce qui est pour moi un peu l'épiphanie Berthe Morisot, c'est ça, c'est quand même... alors, je suppose qu'il y a des gens qui trouvaient qu'ils n'en auraient peut-être pas pour leur argent parce qu'elle ne remplissait pas. Mais c'est vrai que ce non-remplissage contribue à créer une impression, encore une fois, de surgissement qui est très étonnante. Alors, Julie a été un sujet, évidemment, de peinture pour sa mère extrêmement important. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à suggérer que peut-être, quand elle peignait le berceau, elle attendait... Enfin, voilà. Par contre, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est Julie et sa nourrice à l'âge de 2 ans. Et regardez la façon dont elle a, au fond, disposé dans la partie en haut à gauche du tableau tout le matériel pictural dont elle aura besoin. Sauf que ce n'est pas le matériel pictural, ce sont des touches et des notes de couleur. Et elle vous dit, vous voyez, c'est à partir de ça que je vais arriver à faire mon tableau. Mon tableau, c'est le moment où ces éléments qui sont là, un peu flottants, juxtaposés, non reliés les uns aux autres, eh bien, je vais les mettre ensemble et je vais les faire cohérer dans une image. Vous avez ça qui est très beau aussi, où là, enfin, à la fois, vous avez la non-finition. Si vous regardez en bas, on voit très bien que le tableau n'est pas fini. Si vous regardez en haut à gauche, on voit très bien que le tableau n'est pas fini. Et vous avez quand même, pour moi, cette intuition d'une idée que dans la peinture, c'est le geste du peintre qui est plus important que l'objet représenté.
l'objet représenté est secondaire par rapport au geste du peintre. Et ça, qu'on le veuille ou non, cet objet représenté secondaire par rapport au geste du peintre, c'est quand même la définition même de l'abstraction. Dans l'abstraction, il n'y a pas d'objet, il n'y a que la main du peintre qui choisit même pas de représenter, mais de faire advenir des formes et des couleurs qui sont pour le peintre, à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même, signifiants. Bon, on a dit déjà tout ce qu'on avait à dire sur la réserve et l'inachèvement, mais je trouve ça merveilleux, y compris, vous voyez la réserve là, qui n'est pas simplement dans la périphérie du personnage, mais qui vient sur le personnage, puisque la robe bleue de Julie n'est pas terminée, enfin, elle n'est que suggérée dans un dialogue avec des éléments blancs constamment. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable, même si, vous l'avez vu, là aussi, l'inachevé est très présent en bas et en haut à gauche, une fois de plus, et même en haut au centre. Vous apercevez l'après de la toile. Et cet après de la toile, vous le voyez, est un après marron, bien sûr, qui n'est pas toujours fréquent. Généralement, c'est un après blanc. Mais bon, voilà. Et là, très probablement, il s'agit de Julie dans le jardin, peut-être à Bougival, là aussi. Couleur plutôt froide, vert et blanc. Et là, un très joli équilibre entre des couleurs froides qui sont dans un bleuté que j'aime beaucoup. Et regardez quand même, vous retrouvez la même carafe qu'on avait vue tout à l'heure, transparente. Et puis regardez quand même l'intelligence des 3 notes rouges qui sont placées à peu près à la hauteur du regard ou du front de Julie. Moi, je trouve ça très remarquable. Il y a une élégance, une sûreté du geste et en même temps quelque chose qui crée son propre, qui crée les conditions du regard. Le regard est conditionné par la peinture. Il ne peut espérer vraiment goûter que parce qu'il va se soumettre au fonctionnement de. Fillette au jersey bleu, en 1886, un pastel sur toile, c'est une très grande pastelliste, comme l'était d'ailleurs Édouard Manet. Vous savez que les grands pastels de Méry-Laurent, celle qui a été probablement la compagne de Manet vers la fin de sa vie, ces pastels de Méry-Laurent sont absolument éblouissants. Alors là, ça c'est intéressant parce qu'on voit évidemment Julie, on voit Berthe Morisot au travail. Vous remarquez qu'il y a eu un tableau et qu'il a été découpé. C'est-à-dire que toute la partie en haut à droite, vous voyez l'endroit où ça a été effectivement découpé ou déchiré ou non terminé. Ça, voilà. Alors, ce tableau représente évidemment Julie Manet qui ne joue pas du piano, mais qui écoute sa cousine Jeannie Gobillard au piano. Et il y a effectivement cette étude préparatoire. Il y a ce morceau de tableau dont nous ne savons pas ce qui est devenu le reste. Et il y a un pastel dans des tons bleus magnifiques, même scène, Jeannie Lobillard jouant du piano, Julie l'écoutant, parfois dans la position, évidemment de l'intensité de l'écoute par le fait que la joue et la tête reposent sur la main ouverte, mais aussi parfois effectivement posant le poignet sur. Or, ce pastel est inaccessible dans une pixelisation qui permette de le reproduire ici. Donc, j'ai été obligé, malheureusement, d'y renoncer. Allez sur Internet, vous le trouverez, mais c'est absolument impossible à reproduire. Julie à sa table, en train de travailler, vue de profil, donc évidemment dans une sorte de contemplation qui n'est pas fondée sur l'échange des regards, mais qui est fondée sur le regard de la mère porté sur la fille n'étant pas forcément consciente, elle l'est probablement, mais le tableau suggère que peut-être le regard est dérobé. Voilà. Là, par contre, on est dans une adolescence peut-être entre deux mondes, un peu mal à l'aise, déjà quelque chose de la femme, encore quelque chose de l'enfant, dans un décor assez remarquable. Là, évidemment, on est dans un univers complètement suggéré et dans des références, me semble-t-il, là aussi évidentes à des estampes japonaises dans les personnages en kimono qui sont derrière. Très belle première leçon de piano, de violon, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai déjà fait l'erreur hier, il doit y avoir quelque chose.
Regardez bien le dernier portrait de Berthe Morisot par Manet que vous avez vu tout à l'heure est là. On le retrouve ici, cet ultime portrait. Donc, vous voyez, on est vraiment constamment dans un monde. Ce qui fait à la fois la force de ce monde et en même temps peut-être son danger. C'est-à-dire ça finit par devenir un monde clos. Hein, voilà. Et très beau, le chambranle de la porte à gauche, l'idée donc que nous sommes à l'extérieur et que nous sommes en contemplation devant, voilà, le suggestion, encore une fois, de japonisme dans le bol qui est placé sur le guéridon derrière, et Julie, grande, où on retrouve un tout petit peu le visage et la chevelure du deuxième portrait de Renoir, assez nettement, hein, et qui est en train, bien sûr, d'une certaine façon, de suggérer que le réel se concentre et est célébré dans sa réalité par sa musique. Hein. Ici, Julie avec sa levrette, Laërte en 1893. Là aussi, un art assez net de l'apparition. Je suis persuadé que le tableau derrière est marqué par le japonisme. Et puis, alors, ceci, qui date de 1893, portrait très probablement par Berthe Morisot d'une présence féminine derrière Julie. Là aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui se passe derrière là, dont on n'arrive pas vraiment à voir, mais je pense que ça, c'est voulu par Berthe Morisot, s'il s'agit d'une partie de la pièce que nous ne voyons pas reflétée dans une glace ou une pièce. Mais la suggestion qu'il pourrait ne s'agir que d'un reflet, hein, et que donc nous serions invités à passer d'une certaine façon de l'autre côté du miroir, ça c'est, voilà. 1894 verra évidemment le portrait qui a été choisi pour l'affiche de l'exposition, où là, on sent déjà une sorte de maturité. Et puis, 1895, c'est évidemment un peu bouleversant, puisque ce portrait en chapeau Liberty a été commencé par Berthe Morisot, mais malheureusement, elle est décédée à ce moment-là et elle ne l'a jamais terminé. Alors, si nous regardons Julie seule, hein, après le départ de sa mère, alors là aussi, c'est une photo assez merveilleuse, celle de gauche, qui a été retrouvée à l'occasion de l'exposition et que j'aime beaucoup, avec ce grand chapeau blanc qui est probablement le chapeau Liberty qui apparaissait, enfin, il était noir, mais c'est la forme un peu de cela. Hein, voilà. Regardez bien le portrait central, si vous le voyez bien, c'est mieux quand on avait l'écran central et un peu plus grand. Mais vous avez Julie qui est assise donc sur un canapé au premier plan, un peu dans la posture que l'oncle avait fait prendre à la mère dans le portrait de Providence. Et puis derrière, vous voyez dans le miroir, vous avez Ernest Rouard qui est en train probablement de faire le portrait de sa femme. Donc ces histoires de miroir sont extrêmement intéressantes et posent peut-être le débat entre la photographie comme miroir du réel et la peinture comme réorganisation signifiante du réel. La peinture n'est pas qu'une photographie du réel. Et là, vous avez les trois cousines, dont nous allons reparler, Jeannie Gobillard à gauche, Julie Manet au centre et Pauline Gobillard, celle qui deviendra la peintre aussi, en bas à droite. Alors, les deux cousines sont la fille de Madame Théodore Gobillard, née Yves Morisot, et là, vous avez son portrait, c'est quand même un peu fou, là aussi, par Degas. Hein. Donc, on ne sort pas, mais c'est pas mal, c'est assez fabuleux. Mais on a vraiment ce sentiment d'une communauté d'élite qui est une sorte d'atelier non figé, c'est-à-dire ces gens-là n'ont pas arrêté de se regarder les uns les autres faire et ont constamment rebondi sur les aventures, les découvertes, les prises de risques des autres. Hein. Il y a une sorte d'atelier amical qui atelier de Rubens, etc. Mais quand même, il y a une sorte de bénéfice constant de la présence des autres dans le rebond sur autre chose. Alors, Paul Gobillard, la peintre, est ici représentée bien sûr par une des sanguines fameuses de Renoir. Vous la voyez ici en robe de bal en 1887, représentée par Berthe Morisot, et vous vous souvenez du portrait qu'on a vu tout à l'heure, du deuxième portrait de Julie jouant du violon. Je suis à peu près sûr que le portrait qui est derrière, c'est celui
de Jeannie Lobillard par Berthe Morisot. Et puis ça, c'est quand même très émouvant, puisque vous avez effectivement Paul Lobillard en train de peindre, peinte par Berthe Morisot. Donc la tante peint la nièce en train de rentrer dans une sorte de carrière de femme peintre. Et là, vous avez très nettement ici, bien sûr, Julie Manet, là, Jeannie Valéry, Jeannie Lobillard, future Valéry, Paul Valéry, Ernest Renoir et Paul Gobillard. Il faut le savoir, mais derrière la photo est une photo de deux gars. Voilà. Et Paul Gobillard fait des choses qui sont assez charmantes. Là aussi, moi, personnellement, je ne détesterais pas du tout avoir ça. En même temps, vous sentez bien que, bon, c'est un monde qui se termine, ce n'est pas un monde qui commence. Voilà. Et là, vous avez un portrait donc, par Paul Gobillard, de sa sœur Jeannie Lobillard, avec son neveu Claude, le fils de Paul Valéry. La reproduction n'est pas parfaite, la peinture est au petit palais, mais j'ai voulu quand même la prendre pour que vous ayez une meilleure idée de ce que… Voilà. Ici, vous avez Jeannie Lobillard par Berthe Morisot, devant sa toilette. Et là, vous avez à nouveau les filles. Donc, à gauche, Paul, la peintre. Au centre, Jeannie, la future femme de Paul Valéry. Sur la droite de Jeannie, pour nous, sur sa gauche, en fait, vous avez effectivement Julie Manet, pardon. Et à droite, vous avez Geneviève Mallarmé, puisque à la mort des parents, Eugène va mourir relativement rapidement, Berthe mourra aussi rapidement, le destin de Julie Manet deviendra la préoccupation principale de Stéphane Mallarmé, que vous voyez ici peint par Édouard Manet, en train de fumer un cigare. Bon, tout ça, encore une fois, est assez fabuleux. Il y a eu vraiment, et ça, alors l'exposition le montre très bien. On peut lui reprocher de remettre du Berthe Morisot, des Rouards, etc. Mais c'est quand même très passionnant de penser réseau, si vous voyez. Je veux dire, on vous dit aujourd'hui que nous vivons en réseau grâce à, etc. Mais ces gens n'avaient pas besoin d'Internet ou quoi que ce soit. Ils vivaient massivement en réseau et en atelier. Alors ça, effectivement, c'est Julie Manet elle-même, faisant le portrait de sa cousine Jeanne Lobillard. Et vous voyez qu'il y a un truc qui réapparaît régulièrement, c'est le miroir derrière le modèle, et dans le miroir, le peintre en train de peindre le modèle. Donc vous avez ici Julie Manet qui est en train de peindre sa cousine Jeannie Lobillard, que vous retrouvez ici en train de prendre… Je dois dire que ça, j'aime assez à cause du travail sur les chromatismes qui vont du blanc à des roses pâles, vers des rouges extrêmement intenses, relevés de bandes mordorées que j'aime beaucoup. Bon, là, on ne peut pas échapper, si vous voulez. C'est Julie Manet en train de faire maman. Il s'agit des deux cousines, Paul en face de vous, Jeannie vue de dos, sur la plage à Dinard, mais vous sentez bien qu'il y a un inachevé qui n'est peut-être pas tant spontané que recherché. Il faut faire de l'inachevé, puisque ça, c'est comme maman. Et je trouve que c'est à la fois charmeur, j'aurais ça chez moi, je serais ravi, mais vous sentez bien qu'on est dans la mémoire de l'impressionnisme. Et on est dans la mémoire de la mère, bien sûr. Personnage vu de côté. Et puis, alors ça, c'est… Bon, là aussi, je n'ai pas résisté à la tentation. Parce que nous sommes au château du Ménil, à Jonzier, dont on a parlé tout à l'heure. Et vous avez ici le pigeonnier du château du Ménil. À gauche, le pigeonnier du château du Ménil, c'est Berthe Morisot. À droite, le pigeonnier du château du Ménil, c'est Julie Manet, c'est-à-dire la mère et la fille. Je ne veux pas me lancer dans des jugements de valeur, mais je pense que vous aurez tous compris. Alors, ce qui est très émouvant, c'est qu'on a la carte postale, en plus. Donc, on voit le bâtiment qui a servi de modèle lors de leur séjour d'été à la fille, à la mère d'abord et à la fille ensuite. La fille s'inscrivant dans le sillon glorieux de la mère. Et puis ici, vous avez Jeanne Baudot, peignant dans l'atelier du 40 rue de Villejuste, puisqu'on avait, si vous voulez, l'atelier qui avait été celui de Berthe Morisot dans le tipi familial devient celui de la fille de Julie Manet. Et elle invite
des amis peintres, Jeanne Bodot bien sûr, qui est en train de peindre Jeannie Le Billard, une fois de plus. Alors, Jeanne Bodot, on l'a un peu oubliée, mais elle a été le modèle de Renoir, et peut-être pas simplement le modèle de Renoir. Et quand Renoir passait beaucoup de temps hors de Paris, sur la Côte d'Azur, il a eu tendance à se débarrasser de son atelier. Et quand il revenait à Paris, il peignait dans l'atelier de Jeanne Bodot, hein, qui était son ancienne élève. Et là, vous avez, bon, on ferait une dégustation à l'aveugle, là aussi. Je suis sûr que vous diriez dans un premier temps, ça ressemble beaucoup à du Berthod-Rizzo, donc ça doit forcément être du Julie Manet. Oui, c'est vrai. C'est Julie se souvenant de sa mère et ne parvenant ni à être au niveau de sa mère, ni à inventer quelque chose. Alors, c'est un peu cruel de dire ça et stupide de ma part parce que c'est un très joli portrait. Mais vous avez bien compris que j'utilise l'adjectif joli pour des raisons évidentes. Ça n'est pas… Voilà. Alors, le mécénat, par contre, est remarquable, hein, qu'il s'agisse de cette scène dans les jardins de la Villa d'Est à Tivoli de Corot de 1843, qui, évidemment, est donnée par le ménage Ernest Julie. De même, La femme en bleu, hein, également de Corot. De même, effectivement, le Crispin et Scapin, ou Scapin et Sylvestre d'Honoré Daumier, qui nous rappelle quand même qu'Honoré Daumier avait dû aller à Venise et qu'il avait dû voir probablement la salle des Polichinelles de Giandomenico Tiepolo, qui à l'époque était déjà, me semble-t-il, à la Carrezzonico à Venise. Il y a quelque chose. C'est même Polichinelle que Picasso repérera quand il se replongera dans le problème des arlequins et des voilà. Et puis, bon, si vous voulez, si vous avez des monnaies, à un moment, vous les donnez. Hein. Bon, voilà. Et alors, comme évidemment, il y a l'orangerie avec tous les monnaies que vous voulez dans le même espace, les autorités culturelles d'État vont dire non, on ne va pas prendre ça ni pour le Louvre, ni pour l'orangerie, ni pour Orsay, ni qui n'existait pas à l'époque, mais on va laisser ça au musée Marmottan. Hein. Et puis, moment ultime du japonisme, bien sûr, c'est l'oncle à nouveau, enfin, oui, c'est Édouard Manet, bien sûr, hein, avec cette femme aux éventails qui sera donnée par Julie et Ernest, qui est aujourd'hui au musée d'Orsay. Et là, alors aussi, vous sentez à quel point, pas dans le vêtement est plus Europe centrale ou russe, mais la collection des éventails est forcément, inévitablement, une manifestation du japonisme. Et si vous regardez attentivement ce qui doit être un papier peint, mais qui pourrait être des éventails, hein, parce que quelquefois, on achetait des éventails et on les mettait à plat pour les transformer en revêtement mural, vous avez des grues nettement perceptibles ici, hein, qui sont directement venues du monde, effectivement, japonais. Alors, il y a un aspect par lequel je vais terminer, que l'exposition peut-être suggère, mais ne creuse pas. Ce que j'ai un tout petit peu regretté, c'est ce que j'appelle Julie ailleurs. Hein. Alors, je ne vais pas relire tout l'article de la Gazette Drouot, mais j'avais supprimé de la première lecture la dernière phrase, hein, mais aucune œuvre n'aurait mérité d'être exposée si le auteur n'avait pas porté un tel patronyme, et surtout pas son catéchisme illustré pour ses enfants. Alors, il n'y a pas, on ne trouve pas sur Internet, Google, Wikipédia, d'illustration du catéchisme décoré illustré par Julie Manet pour ses enfants, contrairement à la génération précédente, qui est une génération, celle d'Édouard Manet, de Berthod-Rizzo, très marquée par le positivisme scientiste de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce sont des gens qui sont en rupture de banc avec la foi chrétienne et avec les manifestations religieuses, sociétales du catholicisme romain français. Il n'y a pas de, probablement, sûrement pas des pratiquants, comme on disait à l'époque, et pas non plus probablement des croyants. N'oubliez pas, c'est quand même, c'est ce que Ian Wilson, un grand intellectuel anglais contemporain, dans un livre qu'il a consacré au victorianisme, il a donné comme titre de ce livre God's Funeral, l'enterrement de Dieu. Hein, le deuxième moitié du XIXe siècle, c'est un peu l'enterrement de Dieu. Or, on sait que Julie Manet et son mari et plusieurs de leurs amis proches, en particulier pas Paul Valéry, bien sûr, mais des membres, des cousines de Julie ont opté pour le tiers-ordre dominicain.
les dominicains sont extrêmement importants dans les milieux. Ils regardent, ce sont les troupes d'élite. Si vous voulez, au XVIe siècle et au XVIIe, les troupes d'élite de la reconquête catholique contre la réforme protestante, ce sont les jésuites. Là, contre, évidemment, la perte de la foi, ce qu'on a appelé en anglais infidelity, l'infidélité, ce sont les dominicains, très nettement. Et les dominicains qui, d'ailleurs, vont très vite comprendre l'importance de l'écuménisme. Parce que si la foi chrétienne veut pouvoir récupérer une recevabilité, il faut bien sûr qu'elle se réunisse, qu'elle fasse son union. Et le mouvement œcuménique a été très fort. Il a touché, alors ça, je vous en parle comme ça à toute allure, mais il faudrait passer beaucoup plus de temps là-dessus. Ce mouvement œcuménique d'origine dominicaine, il a touché beaucoup un couple qui était évidemment le couple de Ménil, qui du coup ont fait de Houston, où Dominique de Ménil gérait les intérêts pétroliers de la famille de sa femme, bien sûr. Hein. Ils ont fait de Houston un centre de l'art contemporain parce que Dominique de Ménil avait entendu parler évidemment du père Couturier, qui disait, vous le savez, qu'il préférait des peintres géniaux mais athées à des peintres médiocres mais croyants. Hein, ça, c'était pour lui, c'était très très clair. Et le père Couturier, c'est quand même celui qui est à l'origine du plateau d'Assis, c'est quand même celui qui est à l'origine de tout un tas de lieux, de la chapelle du Rosaire avance de Matisse, hein, c'est lui qui, s'il n'avait pas été là, Matisse n'aurait jamais fait la chapelle du Rosaire. Et son influence sur les... Voilà. Or, si vous voulez, les Dominicains ont profité pour ce retour à la foi par un chemin d'œcuménisme de quelqu'un qui est Maurice Denis. Maurice Denis, qui va lancer ce qu'on appelle les ateliers d'art sacré et qui, après avoir été et resté sous l'influence de Sérusier et d'Ennaby, hein, et c'est vrai que quand vous regardez ça, qui date de 1890, hein, et dont la puissance d'abstraction est déjà très forte. C'est à la fois, évidemment, le Christ vert, mais en même temps, vous sentez bien. Parce qu'il a été inspiré par qui? Il a été inspiré, bien sûr, par le Christ jaune de Gauguin. Mais de même que Sérusier est allé à Pont-Aven pour peindre le talisman sous la conduite de Gauguin, d'une certaine façon, c'est en regardant le Christ jaune de Gauguin qu'est venu à Maurice Denis l'idée du Christ vert, qui est un pas énorme sur le chemin de l'abstraction. Et alors, vous le savez, ensuite, Maurice Denis a essayé constamment de créer des images dans lesquelles le récit sacré s'insérait dans une contemporanéité du spectateur. Hein. Vous avez ici, bien sûr, pour ceux d'entre vous qui connaissent, vous avez la maison de Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, le prieuré, et vous avez dans ce décor de prieuré la présence du Saint-Sépulcre avec un Christ qui semble sortir du linceul et peut-être au premier plan une Marie-Madeleine très 1895-1900 qui va se livrer plus tard à ce qu'on appelle le Noli Me Tangere. Hein. Et puis, vous avez une influence très forte de Fra Angelico, mais d'un Fra Angelico qui est inséré dans un décor contemporain. Hein. Ça, c'est quand même... Et alors, du coup, à l'exposition, bien sûr, vous avez de Maurice Denis ce Magnificat de 1909, le moment de la visitation, où on voit Élisabeth à gauche embrasser les mains de la Vierge, dont elle comprend tout d'un coup qu'elle va être effectivement la mère de Dieu. Et en réponse à cette reconnaissance d'Élisabeth, évidemment, Marie va dire ou produire son Magnificat. Hein, voilà. Ça, c'est présent à l'exposition, comme d'ailleurs le catéchisme illustré. Mais le catéchisme illustré ne fait l'objet d'aucune reproduction sur Internet. Donc là, je suis obligé de vous dire d'aller le voir. Voilà. Et finalement, bon, ça, c'est superbe. Voilà. Et je trouve quand même que la Gazette de Rouault n'a pas tort. Hein. On vous montre des gens qui sont des mémoires de quelque chose qui les a précédés et qui a été absolument fondamental, eux-mêmes étant un tout petit peu enfermés dans la célébration et le culte de cela. Mais en même temps, la richesse des personnalités, la circulation des regards, etc., ça, je trouve ça tout à fait passionnant. Et là, l'exposition vaut vraiment la peine d'être vue, encore une fois, avant le 7 mars. Je vous remercie.